la DEA, accuse directement la Chine en disant que les Chinois le font exprès pour continuer à faire pourrir notre population. Donc les avocats qu'on mange aux États-Unis, on finance ces cartels. Donc, bien joué. L'État fédéral américain aujourd'hui est tenu par des gens qui, dans un monde normal, auraient fait les paquets à prise unique et ça serait terminé là pour eux. Mes camarades, comme vous l'avez remarqué, notre production évolue. Telle est la question, la première. L'ancienne formule avec les nouveaux sujets. Je tiens à vous remercier pour cette première. Et vous en êtes aujourd'hui, grâce et par la chaîne Twitch, en partie les co-réalisateurs parce que c'est vous qui soutenez cette production. Et surtout de répondre à vos questions. Si vous souhaitez que nous fassions plus de contenu différent. C'est-à-dire qu'ils ont dépensé 4 000 milliards de dollars pour rien. A-t-on le choix de dire autre chose que la vérité? Ils ont un peu trahi les électeurs sur le Brexit. C'est un argument antidémocratique total. Il y a plusieurs cercles de pouvoir. Nous allons défendre l'idée de nation. Eh bien, il va falloir nous y aider. Rejoignez-nous sur la chaîne Twitch. Donc, Je vous y attends, je vous en remercie. À bientôt. Bonjour à tous, bienvenue pour l'invité du CA. Aujourd'hui, nous recevons notre cher reporter, monsieur Jonathan Alperi. Paris Match, Le Monde, Vanity Fair, CNN, Der Spiegel, Le Figaro lui ont fait confiance pour son travail. C'est un journaliste de renommée internationale. Il a couvert plus de 15 conflits internationaux. Vous menez une enquête assez conséquente sur la drogue en général et plus spécifiquement sur la drogue aux USA. Pouvez-vous peut-être commencer à nous présenter un peu la démarche, pourquoi avoir engagé cette enquête? Alors c'est vrai que depuis plusieurs années, je me suis pas mal spécialisé sur les grands conflits du commerce international de la drogue illicite, cocaïne, marijuana, mais aussi différents opiacés comme le fentanyl ou différentes molécules qu'on retrouve dans nos médicaments. Pour vous donner un chiffre, l'année dernière, à l'intérieur même de la zone Schengen de l'Union européenne, on estime qu'il y a à peu près 6500 Européens qui sont morts d'overdose. Donc c'est pas énorme. Aux États-Unis, en contraste, on est officiellement, en tout cas, à mon avis, le chiffre est mauvais. En 2022, on est à 109 000 morts. Et ce sont des chiffres qui augmentent tous les ans depuis des années. Selon mes propres recherches, l'année dernière, on est plutôt à 120 125 000 morts d'Américains morts d'overdose, dont 74 000 à cause du fentanyl. Donc c'est vraiment essayer de comprendre pourquoi, parce qu'au fond, il y a un côté très sociétal. Pourquoi est-ce que la société américaine se détruit de l'intérieur? Et la drogue est un bon critère pour comprendre ça. Comprendre pourquoi les Américains ont une addiction à plein de choses, que ce soit le sucre ou par exemple, même si ça peut sembler un peu anodin, les Américains sont fascinés par les films d'horreur, par exemple. Moi, à titre personnel, je trouve que c'est très étrange, c'est pas sain. Donc, et puis aussi essayer de comprendre pourquoi les Américains sont addicts à plein de choses comme ça. Et ça explique évidemment en grande partie pourquoi l'Amérique est ce qu'elle est devenue. On parle toujours de l'obésité, la consommation de nourriture, enfin plein de choses. La drogue étant évidemment le fer de lance de ces problèmes-là. Et c'est ça que j'essaie vraiment de comprendre à travers ces reportages. En fait, ce qui est particulièrement intéressant, c'est en tant qu'Européens, on a une conscience assez faible de ce genre de phénomène outre-Atlantique. Et la drogue, dans l'esprit commun, on pense cannabis, on pense alcool, on pense cocaïne. Ce que vous nous faites découvrir, c'est qu'en fait, ça a un éventail qui s'est largement étalé, agrandi. Est-ce que vous pouvez peut-être déjà nous expliquer un petit peu ce que consomment maintenant nos amis américains? Alors c'est vrai qu'il y a eu, avec les décennies, il y a eu un grand changement. Alors par exemple, on se souvient toujours que par exemple le Coca-Cola, à l'origine, au début du XXe siècle, ils mettaient de la cocaïne dedans. C'était pas du sucre. Alors, ils mettaient de la cocaïne et ils se sont aperçus au bout d'un moment que ça rendait les gens addicts. D'ailleurs, la cocaïne, on pouvait la trouver en pharmacie, en petite dose. Donc il y avait déjà des antécédents. Alors on peut revenir plus en arrière, pardon. La guerre de l'opium, hein, les Anglais se sont battus en Chine en partie
pour continuer ce commerce de l'opium qui a infecté une partie de l'élite anglaise à l'époque. Donc c'est pas entièrement récent. La différence entre ce qui s'est passé à partir des années 40-50, avec l'héroïne en particulier, qui était très consommée dans les milieux plutôt des jazzmen, plutôt dans le milieu de la musique. Alors c'est vrai qu'il y a eu, par exemple, quelqu'un comme Ray Charles ou des types comme Miles Davis ont tous été des junkies. Ils sont tous shootés à l'héroïne, mais c'était dans un milieu très très fermé quand même, et on n'en parlait pas énormément. Ça restait quand même très détaché de la grande majorité de la société américaine. À partir des années 50-60, essentiellement, il y a eu en effet une explosion de la consommation, la marijuana en particulier. On se souvient des mouvements beatnik, comme dit, ou hippie de l'époque, où les gens ont commencé à se droguer, mais c'était des drogues qui étaient plutôt, qui étaient moins dures dans le sens, par exemple, la force du ce qu'on appelle le THC, donc la valeur moléculaire à l'intérieur de la marijuana qui vous donne ce high, était beaucoup moins forte qu'elle est aujourd'hui. Maintenant, on a de la marijuana qui est très très puissante. Alors, il y a eu un grand changement par rapport à ça. Personnellement, je pense qu'un des grands tournants, ça a été les années 70, avec l'arrivée de la cocaïne aux États-Unis, qui a été popularisée dans les milieux du cinéma, beaucoup au milieu artistique. On le voit beaucoup par exemple à New York. Alors, ça restait beaucoup dans les milieux urbains plutôt huppés. Mais ça a contribué largement à populariser une consommation qui est devenue une consommation absolument effarante dans tout le pays, ce qu'on voit aujourd'hui. L'autre chose qui a beaucoup compté, c'est comme il y a eu une consommation qui s'est beaucoup étalée dans tout le pays, les prix ont chuté. Ça a fait partie de l'explosion. Donc plus le prix était bas de la cocaïne, plus les gens pouvaient se permettre d'en acheter, ou des gens plus pauvres pouvaient se permettre d'en acheter. Donc ça a beaucoup contribué. Après, on a rajouté par rapport à ça dans les années 80 le crack. Et le crack, qui est une vraie saloperie, et on a retrouvé ça surtout dans les milieux pauvres, dans les milieux noirs, essentiellement pauvres urbains, dans les grandes villes américaines. À New York, le crack a fait ils savent même pas, des centaines de milliers de morts. Enfin, les chiffres sont complètement fous, et comme tout le monde s'en foutait, parce que c'était les bas quartiers, tout ça, bon, c'était entre eux, ils s'assassinaient entre eux, puis ils faisaient des overdoses entre eux. Tout le monde s'en foutait. L'autre grand tournant, c'est les années 90. Et c'est là où on va voir le grand problème par rapport à la consommation. Dans les années 90, les grandes sociétés pharmaceutiques ont eu accès à la publicité. Et comme déjà le peuple américain est très soucieux du mimétisme dans ce sens-là, tout ce qui est les modes, on va dire, qu'elles soient vestimentaires ou alimentaires ou dans la drogue, est très prenante. Donc ils ont commencé, en Europe, je sais, en Europe, on n'a pas le droit, je crois, de faire des publicités sur tout ce qui est prescription de drogue, enfin de drogue légale, je m'entends bien. Et donc à partir des années 90, les grands groupes pharmaceutiques ont commencé à pousser leurs nouvelles drogues comme Xanax, par exemple, ou Adderall, puis il y en a Percocet, des choses comme ça. Et moi, j'ai connu des gens qui ont accepté que leurs gamins prennent du Adderall à partir de 7-8 ans. Et c'est assez commun. Et on sait maintenant, on le savait déjà à l'époque, c'est que quand on commence à prendre des médicaments tôt, le cerveau se reconstruit d'une certaine manière. Donc après, on devient addict à plein de choses. Et là, ça a été la fin de tout. Et on voit le résultat aujourd'hui, je terminerai là-dessus par rapport à cette question, maintenant on est à la deuxième génération de gamins qui ont accès à plein de choses, qu'ils soient légales ou illégales, et souvent mélangées. Et c'est là où on voit maintenant des gamins de 20 ans, 25 ans, 15 ans, des nouvelles générations qui deviennent adultes en ce moment, qui a été entièrement imprégné par une consommation de drogue illicite et non illicite, qui donne le résultat qu'on a aujourd'hui, 100 000 morts par an d'overdose. La drogue est un peu la solution à tous les étages de la vie quotidienne, en fait, et dès l'enfance. C'est un mode de fonctionnement très particulier.
Comme tout aux États-Unis, on est dans l'excès. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces grandes sociétés pharmaceutiques, et d'ailleurs, on l'a vu avec le Covid, les vaccins ont été poussés très rapidement, sans vraiment peu d'essais, en tout cas pas les 10 ans qu'il faut de manière générale. Après, on commence à voir un peu les conséquences. Je pense que la situation est d'autant plus grave parce que, pareil, on estime aujourd'hui, je pense qu'à mon avis, le chiffre est bas, qu'il y aurait entre 12 et 15 millions d'Américains qui se droguent, qui font des drogues dures de manière quotidienne quasiment. C'est énorme. Donc, quand on est addict à des drogues dures, comme l'héroïne, le crack, la cocaïne, toutes ces drogues de prescription drugs, c'est des drogues légales, Xanax, Adderall, Percocet, ça a été le grand truc. Percocet, c'est plus une drogue qu'on donne aux gens quand ils ont des mal au dos, par exemple. Il faut jamais oublier que certains de ces grands groupes ou ces familles ont opéré de cette sorte. Ils ont créé, par exemple, on va prendre Percocet, qui est très addictif. Ils ont créé des dizaines de milliards de ces petits cachets. Ils ont après recruté ce qu'ils appelaient des scouts, des jeunes à la sortie de l'université. Ils les payaient très bien d'ailleurs. Et l'idée, c'est qu'ils prenaient une personne, ils disaient bon, je te donne 15 millions de pilules, tu vas aller dans un état plutôt pauvre, donc la Virginie de l'Ouest, l'Ohio, l'Indiana, qui sont des états essentiellement blancs, dans des zones où il y a essentiellement des blancs pauvres. Et la raison pourquoi ils ont choisi plutôt des blancs, c'est qu'ils voulaient pas être accusés de racisme, au lieu d'aller dans les zones noires ou minoritaires, ethniques, pauvres. C'est purement pour des raisons de procès, d'accusation potentielle. Donc le type, dans sa poche, il a non seulement toutes ces pilules, mais il a aussi des chèques. Et il allait voir les docteurs dans les petites villes, tout ça, en leur disant, voilà, on vous donne de l'argent, mais dès qu'il y a un type qui vient parce qu'il a mal au dos, parce que c'est souvent des gens qui travaillent, qui ont des vies assez dures, mal aux genoux, aux épaules, n'importe quoi, eh ben, vous lui prescrivez une quinzaine de pilules, tout ça. Et de cette manière, ils ont rendu addicts des dizaines de millions d'Américains depuis les années 90. Et ça, c'est l'horreur absolue. L'État américain a laissé faire. Alors maintenant, ça revient, il y a des procès gigantesques, il y a cette fameuse famille Zeltzer, je ne me souviens plus de leur nom. Il y a Purdue aussi, et ces gens-là ont accepté consciemment de faire ça. Et ça a largement contribué à l'explosion de la consommation des opiacés aux États-Unis. Avant d'aller vers le questionnement de l'industrialisation à l'américaine qui a tous ses excès, vous nous avez bien montré qu'on est passé d'une pratique marginale élitaire à une diffusion un peu à toutes les strates de la population. Vous qui vivez aux USA et qui avez enquêté, est-ce que vous avez pu observer peut-être un changement sur les dernières années des modes de consommation? Est-ce que ça influence les mœurs? Comment est-ce que c'est ressenti quand on est sur le terrain et qu'on enquête sur cette situation? Alors, je pense que pour répondre à cette question convenablement, il faut, et souvent dans le Cercle Aristote, c'est une conversation avec Pierre-Yves, on parle très souvent et de manière très éloquente. C'est c'est une expression que je reprends de lui, bien entendu, c'est ce qu'il appelle un affaissement général de la société. Je pense qu'une société qui va mal va chercher à s'évader d'une manière ou d'une autre. Donc, la consommation de la drogue explose. C'est aussi pour ça. Donc, il y a le côté pharmaceutique, il y a le côté mécanique, on va dire, carcéral, du côté économique de la chose, mais il y a aussi le côté d'une société dont on a détruit la famille, où les gamins sont bazardés d'un bout de famille à l'autre, il y a les suicides chez les jeunes explosent. Le Covid n'a fait qu'accélérer ça. Le Covid n'est pas créateur de tout ça, mais il n'a fait qu'accélérer le processus, c'est tout. Beaucoup de familles que je photographie en ce moment qui ont eu des enfants qui sont morts d'overdose, du fentanyl en grande partie. Beaucoup sont morts en 2021, 2020, 2022. Et une des raisons, souvent, c'est ils avaient déjà des antécédents, mais le Covid a accéléré leur mort parce que pour pas mal d'entre eux, ils se sont sentis très seuls, de ne pas pouvoir aller à l'école, d'être liés à eux-mêmes dans la solitude. Faut jamais oublier qu'un adolescent est très conformiste, il a besoin d'être social, il a besoin de suivre des modes et de suivre autrui. Donc je pense que ça a été fondamental.
Et l'autre chose, c'est que quand on a cette espèce d'affaissement général de la société, donc on se retourne vers les drogues, c'est vrai. Donc je pense que ça explique de manière plus anthropologique un vrai malaise qu'on retrouve aux États-Unis. Et au début, c'est vrai que c'était plus c'était vraiment des microcosmes de gens qui se droguaient. Et maintenant, c'est absolument tout. Le fentanyl aussi a été une des grandes raisons pourquoi les choses ont explosé. En partie parce que le fentanyl est ultra addictif. On pense qu'il est 20 à 50 fois plus addictif que l'héroïne en lui-même. Donc, ce que font les dealers, c'est que, et souvent ils font des erreurs de calcul, de mélange, ils te mettent un peu de fentanyl dans ton héroïne ou ta cocaïne, mais la marijuana, autant on en retrouve partout. Et ça te rend complètement accro, encore plus. Donc comme ça, ils te maintiennent. Comme ça, le problème, c'est que de temps en temps, ils font les mélanges, ils en mettent un peu trop et ça te tue tout de suite. Au Canada, je ne sais plus quel État, mais c'est un des États de l'Ouest vers le Pacifique. Ils sont avec de l'argent public. C'est un programme qui dure 3 ans, qui a commencé, qui est en fait une étude avec de l'argent public sur comment légaliser l'héroïne. Donc pendant 3 ans, ils vont après écrire un rapport qui sera positif évidemment. Quand on voit les gens qui sont au pouvoir au Canada, on sait comment ça se termine. Quand on parle de dégénérescence à le Canada, eux, ils sont bien devant, il n'y a pas de souci. Ils sont premiers en une chose, c'est bien ça. Et ils vont donc légaliser l'héroïne, en tout cas tenter de le faire. Ce qui est en soi une folie furieuse. Quand on légalise la marijuana, moi, je suis en partie contre. C'est discutable, très bien. Mais ces drogues dures, c'est vraiment, ils sont complètement fous. D'ailleurs, l'exemple hollandais l'a prouvé. Hein. Ils ont été très ouverts et maintenant on voit comment ils ont rectifié le tir et c'est beaucoup plus sévère à Amsterdam par rapport aux drogues dures. Donc je pense que par rapport à ça, il y a un vrai problème. J'ai entendu parler de cette cocaïne, en effet, j'ai lu l'article dans le Figaro, puis ils en ont fait un autre juste avant sur San Francisco, je crois, sur comment ces villes comme Portland, hein, dans l'Oregon, évidemment New York un peu moins, mais surtout des villes comme Baltimore, Philadelphie, Chicago, toutes les villes en fait sont des villes démocrates, des villes très progressives où ils ont par pure idéologie laissé les drogues fleurir et donc la consommation par pure idéologie. Et maintenant on voit le résultat. Moi j'ai pas mal travaillé récemment à Philadelphie et à Baltimore qui sont certains des grands épicentres de la criminalité, de la drogue, des gangs et de la consommation en général. Et c'est l'enfer. C'est des marchés à ciel ouvert, où il y a des gens morts partout. Enfin bon, peut aller. En fait, c'est un quartier à Philadelphie qui s'appelle Kensington. Les gens peuvent aller voir, c'est très connu. Baltimore, c'est un peu plus secret, c'est plus dangereux, plus les gangs, c'est plus compliqué à manœuvrer, mais à Kensington, tout est ouvert, tout le monde se shoot partout, et tous les drogués des États-Unis ou même du Canada vont à Kensington, parce que la drogue est moins chère et de meilleure qualité, et ça se sait, donc ils vont tous là. Et je crois que l'année dernière, ils ont eu des milliers d'overdoses, gens morts, enfin c'est ça. Et ça, c'est le progressisme. Ça, c'est purement idéologique. Et ils ont laissé faire ça, et ils continuent à aller, ils diront jusqu'au bout. Est-ce que l'État fédéral prend des dispositions et à côté de ça, est-ce que dans le débat politique lui-même, cette question permet une opposition entre la gauche et la droite? Est-ce que c'est une question qui est instrumentalisée par la politique ou pas du tout? Alors Obama en avait un peu parlé, il appelle la crise des opioïdes, des opiacés en français, mais il n'a rien fait. Trump en a parlé, a essayé de faire quelque chose. Mais comme tout aux États-Unis, les choses peuvent vraiment mettre du temps. L'État américain est très large. Comme c'est l'État fédéral, bon, la Maison-Blanche n'a qu'un contrôle partiel, enfin pas total en tout cas. Et je pense que rien n'a jamais vraiment été fait. Et on le voit de manière très symbolique, mais aussi de manière très vraie, c'est comment la frontière avec le Mexique est restée ouverte. En effet, le fentanyl c'est les cartels mexicains qui produisent, qui font leur cuisine, hein, c'est très facile à faire, c'est eux qui produisent le truc. Les molécules viennent essentiellement de Chine et un peu d'Inde, surtout de la Chine.
Et donc ils font leur cuisine dans leurs endroits, et puis ils montent ça, ils passent à la frontière, et comme la frontière est ouverte, tous les ans, il y a des milliards de pilules qui sont attrapées par le DEA, la grande organisation fédérale antidrogue américaine, mais c'est qu'un pourcentage assez faible par rapport à ce qui se passe. Et ils estiment que tous les ans, par rapport l'année dernière, ce qu'ils ont attrapé à la frontière, ça suffit pour tuer l'Amérique 2-3 fois, quoi. Tous les Américains. Et l'État fédéral américain, donc la Maison-Blanche, l'administration de Biden, aussi pour des raisons purement idéologiques, laisse la frontière ouverte. Donc c'est banquet ouvert pour les cartels, qui n'ont pas à s'en faire, et ils font passer tout ce qu'ils veulent, les migrants, et puis comme tu sais pas qui rentre, invérifiable, à part ceux qui ont déjà leurs empreintes digitales qui ont été arrêtées, qui ont été renvoyées, tous les autres, tu sais pas qui t'as affaire, donc il y a de la drogue dans tout. Pour donner un exemple, il y a une des petites villes américaines qui s'appelle Omaha, qui est dans le Midwest. Ils ont un des pires taux de mort maintenant. Donc c'est partout. C'est même pas New York ou Chicago, c'est des petites villes, c'est dans tous les États. En Arizona, Phoenix a un des pires taux d'overdose des États-Unis. C'était pas comme ça il y a quelques années. C'est absolument partout. Bien joué. Ce que vous nous racontez, j'ai pas l'impression qu'on en parle beaucoup en Europe. David, je sais pas quelle est ton impression. Et justement, je revenais juste rapidement sur l'Europe, puisque tout ce qui est américain arrive à un moment donné chez nous, est déjà en train d'arriver. On voit bien, par exemple, qu'à Paris, Hidalgo a pas réellement envie de combattre les lieux de consommation de crack, etc. Bon, ça reste incomparable avec ce qui se passe aux États-Unis, bien sûr. Est-ce que on peut peut-être faire un état des lieux rapidement de ce qui arrive en Europe, justement, avec aussi des frontières ouvertes et aussi un positionnement idéologique similaire, puisque c'est l'Occident. Alors oui, ce qui arrive aux États-Unis, donc ce qu'on produit comme problème chez nous aux États-Unis, on l'exporte aussi, donc comme ça tout le monde s'y trouve. Oui, alors là, je dirais que le bémol, comme la grande différence, c'est que l'Union européenne contrôle énormément les grands groupes pharmaceutiques. Donc là-dessus, il y a une grande différence. Même si je pense qu'il y a une consommation d'opiacés qui a augmenté en Europe occidentale en général. Mais en ce qui concerne la drogue illicite, d'ailleurs, il y a pas mal d'articles qui ont été écrits récemment sur Bruxelles, qui devient une des grandes plaques tournantes de la cocaïne en Occident, mais la drogue à Bruxelles, le hashish, avec sa connexion avec le Maroc, j'en dirai pas plus. Donc voilà où vous en êtes. Si l'Europe fait pas attention, ce sera la même chose. Ça mettra un peu de temps, mais ce sera pareil. Le fait que Hidalgo n'ose pas toucher à tous ces dealers de crack ou les consommateurs, bon, pas mal sont en France de manière illégale. Ça en dit long sur l'état du pays. Après, bon, on peut étayer là sur l'immigration, mais ça, c'est un autre sujet. Mais ils ne feront rien. Aussi pour des raisons idéologiques, parce que de leur point de vue, faire ça, c'est du fascisme. Les gens doivent être libres dans leurs conneries, mais surtout, faut pas penser aux familles qui habitent dans ce quartier-là. Parce que eux sont pas des victimes. C'est pas grave, ils ont des enfants, ils vont à l'école le matin, ils voient ça. Et eux, c'est pas une victime. Les victimes, c'est des gens qui se chutent. Faut remarquer aux gens quand même, on dit qu'on n'avait pas le choix. Les gens ont décidé de se droguer, ok? Les gens, une personne décide un jour de goûter à l'héroïne, au crack, et il devient addict. C'est quand même de sa faute. C'est pas la faute de la société uniquement. C'est aussi, il a décidé de le faire. C'est quand même une personne consciente et qui a décidé de faire ça. Donc les victimes, c'est pas vraiment eux. L'industrie pharmaceutique a repris une partie, entre guillemets, du business de la drogue. Et en parallèle, il y a les drogues illicites et une partie des drogues licites qui sont repris par le marché noir des cartels. Est-ce que vous pouvez un peu clarifier le fonctionnement de cette économie? Ouais. Alors, l'Amérique latine, donc les grands pays, donc les grands pays producteurs d'Amérique latine pour la cocaïne, c'est la Bolivie, le Pérou et bien entendu la Colombie. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, malgré, disons, un gouvernement socialiste là qui essaye de faire la paix un peu avec les différents groupes armés,
la Colombie n'a jamais autant produit autant de cocaïne qu'en ce moment. C'est hallucinant. J'avais entendu que les cartels étaient montés de la Colombie au Mexique. Donc je suis surprise d'entendre que la Colombie est encore un gros producteur de cocaïne. Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui la Colombie du Mexique sur la production? Alors, dans les années 80, le Mexique était juste un middleman. Hein, c'était une zone de passage essentiellement. Il y avait pas mal probablement la seule drogue qui était produite au Mexique de manière assez large, c'était la marijuana. Dans les années 60. D'ailleurs, il y a un film qui a été fait là-dessus avec Johnny Depp qui s'appelle Blow, où on les voit, ils vont en effet au Mexique pour aller racheter et en ramener aux États-Unis. Donc, la Colombie, Bolivie, Pérou, et après il y a des pays de plus de passage. L'Équateur est un problème en ce moment, le Paraguay, le Brésil. Mais le Brésil, la différence avec le Brésil, c'est que les Brésiliens sont de très gros consommateurs de drogue, énormément, surtout à Rio, São Paulo, dans les grandes villes, ils font beaucoup la fête. Donc, ça va des amphétamines, cocaïne, tout. Ils consomment tout, le kétamine, pas mal. Et une des autres zones de passage et plaques tournantes, c'est la République dominicaine, Porto Rico, et évidemment Haïti, Haïti est maintenant vraiment un pays. C'est une zone. J'y étais l'année dernière. C'est une zone très compliquée. Et après, ça rentre par le Texas, mais essentiellement par la Floride. Le port de Miami est très corrompu et t'as beaucoup de drogue qui passe par là. Voilà, évidemment la frontière avec le Mexique. Les cartels mexicains aujourd'hui ont énormément diversifié leurs affaires. Donc ils sont pas que dans la drogue, mais par exemple, une bonne partie de la production des avocats dans l'état du Guerrero et du Michoacán sont tenus par les cartels. Donc les avocats qu'on mange aux États-Unis, on finance les cartels. Donc, bien joué. C'est très drôle d'ailleurs. Et donc ils ont beaucoup diversifié leurs revenus. Et un des grandes diversifications qu'ils ont faites, c'est de produire des opiacés. Alors le fentanyl, évidemment un des gros trucs, beaucoup d'amphétamines, MDMA, kétamine, je sais pas, c'est probable. Donc ils ont une panoplie de choix qui leur permet de faire tellement d'argent que même les autorités fédérales américaines n'ont aucune idée de ce que les cartels mexicains gagnent chaque année. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est dans les dizaines de milliards de dollars tous les ans, ce qui est absolument énorme. Il y a tellement d'argent en jeu que les gens, tout le monde s'y met, ou en tout cas beaucoup de gens. Le fentanyl est très facile à produire, donc tout le monde peut s'y mettre, vous, moi, n'importe qui. Le produit, c'est très facile à faire, il y a des vidéos, ils le montrent, hein, c'est pas un secret, hein, il y a rien de secret là-dedans. Puis si t'as les bons contacts, tu le montes jusqu'à la frontière mexicaine. C'est quoi le fentanyl, excusez-moi, c'est un mélange de quoi? Alors le fentanyl, c'est une molécule au départ qu'on utilise dans certains médicaments, qui est addictif, c'est un opiacé d'origine, et qui est très addictif, mais dans les médicaments légaux, on en met en toute petite, c'est minuscule. Là, ce qu'ils font, ils se sont aperçus de ça, du côté hyper addictif de la chose, donc ils ont décidé de le produire eux-mêmes et de le mélanger, donc soit de le faire venir sous forme de cachet, et après les dealers l'écrasent et en mettent sous poudre ou en mettent un peu dans l'héroïne ou la cocaïne, tout ça. Mais la Chine, mais ça sera juste une parenthèse que je pense qu'on en reparlera plus tard. Ça c'est assez connu, il y a des relations entre certains hommes d'affaires chinois plutôt sulfureux et différents grands cartels mexicains, en particulier le Sinaloa, où depuis 30 ans, ils ont DEA avait fait des grandes opérations il y a une trentaine, 20 ans, 15 ans, 25 ans, où ils ont arrêté par exemple un Chinois à Mexico City avec 500 millions de dollars en cash, avec plein de drogues et tout ça. Ce sont des rapports qu'il y a entre le cartel du Sinaloa, d'autres, mais aussi maintenant ce qu'on appelle la nouvelle génération, qui est basée dans l'état du Jalisco, qui est encore plus violente. Tout le monde fait énormément d'argent. L'État chinois, on pense à essentiellement fermer les yeux, en partie parce qu'une grande partie de la production moléculaire du fentanyl est utilisée à des fins légales, dans les médicaments.
Donc il est très difficile de savoir où ça va et quelle partie est séparée pour le commerce illicite et ce qui ne l'est pas. Mais ce qui est clair, c'est que d'ailleurs, pas mal d'agents assez, qui le disent publiquement, élevés de la DEA, accusent directement la Chine en disant que les Chinois le font exprès pour continuer à faire pourrir notre population, qui le fait très bien elle-même. Mais c'est juste, on laisse faire. En gros, c'est ça. Donc selon eux, il y aurait une espèce de stratégie non dite où on laisse les populations occidentales se droguer et décliner. Donc le Mexique maintenant n'est plus une plaque tournante, mais produisent aussi. On pense que maintenant ils commencent à produire du crack, commencent à retrouver plein de crack à la frontière. Donc ce sont des choses absolument interminables. Très rapidement sur cette question, je rebondis parce que je trouve ça très intéressant. Est-ce que ça peut devenir vraiment un talon d'Achille pour les États-Unis, un levier sur lequel les Chinois peuvent appuyer? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que dans les guerres modernes, sur des guerres très asymétriques, c'est une possibilité. C'est une carte comme d'autres. Les Américains ont des sales cartes à jouer, ils les jouent. Pourquoi pas? Ça m'étonnerait pas en tout cas. Est-ce que le gouvernement chinois s'assoit le soir et dit bon, on va laisser sortir 2 tonnes de molécules fentanyl pour les cartels? Ça reste à prouver. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de personnalités chinoises dans les affaires qui ont fait énormément d'argent et qui continuent à en faire là-dessus. Ça, c'est sûr. Je sais, vous savez, les États-Unis ont décidé de se détruire de l'intérieur sur plein de choses, à tous les étages, pas seulement la drogue. Et on le voit au quotidien. Donc après, on va voir ce que les Américains vont faire en ce qui concerne la situation stratégique du Mexique, et ça devient un vrai problème, un problème stratégique, militaire. Et le Mexique devient un pays de plus en plus tenu par les cartels, tellement d'étages de la société que maintenant ça devient quasiment impossible de renverser la vapeur, où on peut imaginer plusieurs scénarios où le Mexique redeviendra une dictature militaire sous l'impulsion des Américains pour reprendre le contrôle du pays par la force, possible, ils l'ont déjà fait, où les Américains font rien et les cartels prennent le pouvoir. Ou légalement, même, on peut envisager, ils vont dans les élections et ils les gagnent, pourquoi pas. Et d'ailleurs, ça peut arriver et des Mexicains voteront pour la sécurité. Parce que c'est comme les anciens quartiers tenus par la mafia sicilienne italienne à New York, pendant les années 50-60. J'ai connu des gens qui habitaient dans ces quartiers-là à l'époque. Ils disaient, il n'y a jamais eu un crime. Ben, tu déconnais pas, tu faisais le con et tu te faisais assassiner, c'était rapide. Donc il est possible que les gens, pour des raisons sécuritaires, se redirigent vers quelque chose de plus dictatorial, soit militaire ou criminel, et où les Américains envahissent le nord du pays, ce qui est une possibilité. Il y a des plans militaires, c'est connu d'ailleurs, où l'armée américaine attaquerait directement le nord du pays et créerait une zone de coussin de 50 km ou plus, et protégerait le flanc sud des États-Unis dans un pays qui est en train de devenir du grand n'importe quoi. Comment voyez-vous un petit peu l'avenir de la situation américaine? Vous pensez qu'il va y avoir un rebond? Là, vous décrivez quand même une situation extrêmement alarmante. Je suis assez surpris que la société civile ne se mobilise pas, ou même l'État fédéral, ou plutôt même peut-être au niveau local. On sait que les États sont très différents et certains sont très interventionnistes. Sur le fentanyl, ce qui est la grande crise du moment par rapport aux overdoses, il y a d'ailleurs j'en connais un certain nombre, des organisations de parents, de mères en particulier, qui se réunissent et qui essayent de faire 2 choses. La première, c'est d'impulser au Congrès américain de légalement tenir les cartels mexicains comme des organisations terroristes. Donc si tu fais ça, c'est-à-dire que tu peux leur faire la guerre, en gros. En gros, c'est ça. Légalement, tu as les mains moins liées, tu peux aller combattre au Mexique et les éliminer.
Et la seconde chose, c'est d'avoir une loi fédérale qui dirait que le fentanyl est une arme de destruction massive. Donc, c'est le terme qu'ils avaient utilisé pour la guerre en Irak. Au début, en tout cas. Donc, c'est ça, leurs deux points principaux. Pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Ils sont complètement, en grande partie, ignorés. Et d'ailleurs, les maires font une grande manifestation le 26 ou le 27 septembre, devant la Maison Blanche. Et je connais pas mal de ces mères. Elles ont toutes perdu leurs enfants. Enfin, c'est des histoires très, très dures. Et elles sont particulièrement agressives. Et elles ont raison, entièrement. Mais l'État fédéral américain ne fera rien. L'État fédéral américain, aujourd'hui, est tenu par des gens, bon, je vais être assez dur, mais je pense que ce sera pas la première fois, qui ont mené à la tête de leurs organisations fédérales, de leurs institutions, des gens qui, dans un monde normal, auraient fait les paquets à prise unique. Et ça serait terminé là pour eux. Ça aurait été le haut de leur carrière. Mais comme on est dans le clientélisme total, essentiellement dans le Parti démocrate, on a des gens comme Kamala Harris ou d'autres qui n'ont rien à foutre, vice-président de la première puissance mondiale, ou la seconde, on verra, mais et qui ont ces postes-là. Et c'est là où on se dit qu'on est vraiment dans la merde, parce que ces gens-là sont des imbéciles, dangereux, et en plus idéologiques. Donc ils sont plus dans la raison, sont des gens qui sont essentiellement dans l'émotion. Et jamais ils te parleront du fait que 74 000 de leurs gamins sont morts l'année dernière à cause du fentanyl. L'armée américaine a eu 58 000 morts au Vietnam en 10 ans. 58 200 pour être exact. Tous les ans, plus de 100 000 Américains meurent, tout le monde s'en fout. Ben, on verra. Après, on verra si ce sera un de leurs enfants demain qui mourra d'une overdose. Peut-être qu'on en reparlera. Justement, quel est le rapport à la drogue de ces gens-là, à la consommation et aussi à l'idée de la drogue, je dirais, de façon plus générale? Kamala Harris, donc, qui est la vice-présidente américaine, elle a mis un nombre incalculable de gens de minorité en tôle pour des raisons de drogue. Et c'est elle aujourd'hui qui dit le contraire et qui dit qu'il faut être tolérant et que la drogue, ça ne doit pas être puni, tout ça. Ces gens-là sont dans le hypocrite, ce sont des hypocrites totaux, évidemment, des menteurs. Ce sont des gens enfin, pour être poli, on va dire que c'est des carriéristes, en gros. Quel est est-ce que c'est un pur cynisme, un pur je m'en foutisme, ou est-ce qu'il y a un clientélisme, enfin, est-ce qu'il y a un cynisme organisé derrière ça? C'est ça qui est pas très clair. Moi, je pense que, comme tout mouvement idéologique, tu as toujours une minorité qui y croit vraiment. Je pense qu'il y a toujours eu ça. Après, tu as une forte minorité de gens, ou voire la moitié, voire plus, de gens qui sont là parce que c'est là où est l'argent. Quand on voit les grands scandales en ce moment sur les leaders du Black Lives Matter, les gens, la leader, je sais pas comment elle s'appelle, c'est acheter des maisons à des millions de dollars. Ces gens-là ont fait beaucoup d'argent là-dessus. Ça fait scandale, ça, parce que pareil, je suis pas sûre qu'on en parle beaucoup en France. Alors, certains grands médias américains en parlent. CNN n'en parlera pas, évidemment, mais certains en parlent et il y a des procès, ça est révélé. Donc, il y a pas mal de gens qui font ça purement parce que, bon, on est dans le mimétisme économique, on se met dans le wagon et on va dans le train et voilà, ça part. Donc, il y a beaucoup de ça. Et là-dessus, on peut dire qu'ils sont assez cyniques, hein, ça c'est clair. La consommation de drogue aux États-Unis et aussi en Europe qui est en augmentation, on oublie tout le temps que ça gangrène surtout les pays émetteurs aussi. Et donc, en réalité, ça n'apporte rien à personne. Toute l'Amérique du Sud aussi a son économie parallèle qui est stimulée par cette consommation de l'Amérique du Nord. Comme vous le décrivez, à mon avis, vous pouvez un peu développer. Il ne fait pas très bon vivre pour ces pauvres gens au Mexique, en Colombie, qui sont cloisonnés par les cartels. Pouvez-vous nous en parler un petit peu de témoignages que vous avez pu observer? Oui, tu as certains États au Mexique, comme le Michoacán ou le Guerrero, qui sont en partie entièrement tenus par des cartels. Donc l'État fédéral mexicain a perdu pas mal de positions là. Et par exemple, parce que je disais, les producteurs d'avocats n'ont pas le choix. Enfin, ils ont le choix, mais s'ils prennent le choix de pas aller dans leur sens, ils vont être exécutés et puis tout qui sera fini. Donc les gens, généralement, bon, ils veulent pas mourir, ils ont de la famille, on peut comprendre. Donc je pense que là-dessus,
La connexion est très puissante et beaucoup de gens, en effet, les paysans, tout ça, c'est très compliqué. Donc, pour revenir en arrière et essayer d'avoir à nouveau une société qui essaye de nettoyer un peu tout ça, ça va être hyper compliqué parce qu'on est allé tellement en avant que pour revenir en arrière, à mon avis, ça se passera par la violence. Ça pourra pas se passer autrement. Un pays comme l'Équateur, j'y étais au mois de septembre, j'ai travaillé là-bas pendant un mois. C'est un pays, il y a 5-6 ans, c'était calme. Moi, j'étais dans les zones où maintenant ils se battent. Ça devient vraiment chaud. À Guayaquil, qui est le grand port à la frontière du Pérou, parce que le Pérou produit énormément de cocaïne, ça devient très compliqué. Et ça, c'est évidemment en partie parce que les Américains consomment de la drogue constamment. Et si les gens étaient plus retenus, se retenaient un peu, il y aurait moins de problèmes. C'est aussi ce problème, il est là. Les Américains passent leur temps à se droguer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, sur l'exemplarité des élites, là, on a une question de Bam Evla. On va commencer avec quelques questions, peut-être. Est-ce que donc vous avez des informations au sujet du dossier Hunter Biden, hein, j'écourte la question, mais enfin c'est ça que ça veut dire. Drogue, pédocriminalité. Ce qu'on sait, on sait beaucoup de choses parce qu'il s'est filmé, il aimait bien les filles publiques, il fumait du crack, il se filme, on le sait, tout ça c'est public. Biden n'a pas eu de chance d'une certaine manière. Il a son fils qui était le plus intelligent, qui s'appelait Beau Biden, est mort d'un cancer, d'une tumeur au cerveau. C'était lui qui devait vraiment prendre la place politique. L'autre fils, ça a été le rejeton, et c'est lui qui est encore là aujourd'hui. Mais par rapport à la drogue, tout ça, ou ses habitudes sexuelles, ou sa dégénérescence par rapport à ça, là, on est dans le domaine privé. Ça aurait dû rester comme ça. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est ses rapports économiques avec l'Ukraine. Enfin, on connaît les histoires avec la Chine, tout ça. Et là, il y a un conflit d'intérêts fédéral. Normalement, dans un système non corrompu, parce que l'Amérique est devenue très corrompue dans ses institutions, Biden devrait être mis devant la justice. Et son fils aussi. Ça se passera pas parce que le DOJ, donc qui est le ministère de la Justice, et en grande partie tenu par ses alliés. Hein. À nouveau, on est dans le clientélisme, donc il n'y aura pas ça. En ce qui concerne la pédocriminalité, ils ont quand même arrêté Maxwell, hein, la numéro 2 de Epstein, et elle va mourir en prison quand même, donc ça fonctionne quand même en partie. Et elle fait appel d'ailleurs, je crois que c'était aujourd'hui ou hier, mais c'est vrai qu'ils ont retrouvé une fameuse peinture de Bill Clinton dans la fameuse villa aux Caraïbes de Epstein, où on le voit, mais c'est connu, on peut aller sur Internet, il est en robe verte. Tous ces gens-là ont fait leur tour. Une robe, c'est-à-dire une robe. On le voit allongé sur le côté dans un canapé, c'est de l'humour, mais c'est Bill Clinton en robe de femme, en robe de soirée, qui est verte ou bleue. Et ça, c'était en grand dans une des salles principales de la fameuse villa où il avait ramené toutes les jeunes nanas, tout ça. Il y a toujours eu je terminerai là-dessus, il y a toujours eu de la sexualité dans le pouvoir. Ça, Mitterrand, mais bon. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est ce que j'allais dire. Là, Mitterrand a eu plein de concubines, il a eu tout ça. Mais ça, on s'en fout. Mais c'est vrai que là, on touche, c'est quand même très glauque, là. En lien avec cette question, est-ce que vous avez trouvé des éléments probants du lien du Parti démocrate ou du Parti républicain avec les cartels, avec la drogue ou avec Big Pharma? Alors, Big Pharma, oui, ça c'est connu parce que ces grandes sociétés pharmaceutiques financent certaines campagnes, essentiellement les campagnes démocrates. Ça, on le sait, mais ça, c'est le système américain est comme ça. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça, ils ont tellement d'argent. Bon. En ce qui concerne les cartels, non. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont laissé pourrir la situation, soit par des intérêts, mais aussi parce que ça permet d'avoir des pays qui restent un peu déstabilisés. L'Afghanistan, on n'y allait pas pour donner la démocratie et la voix de Dieu. C'est pas ça, on allait pour foutre le bordel. Ce sont des stratégies. D'ailleurs, c'est des stratégies qui datent pas d'hier. L'Empire byzantin le pratiquait très bien. Il mettait une tribu contre l'autre et il foutait le bordel comme ça.
La guerre Iran-Irak dans les années 80, les Américains, à la fin de la guerre, finissaient par armer les deux côtés. C'est pas un accident, ça a été fait exprès pour que les deux pays perdent vraiment 20 ans. C'est ce qui s'est passé. C'est pas honorable, mais ça a marché. Donc je pense qu'il y a ce côté très néoconservateur. Les démocrates sont des néoconservateurs, hein, faut jamais l'oublier. Et beaucoup plus que Trump. Trump était vraiment quelqu'un qui n'était pas dans le sérail, hein, c'est quelqu'un qui était très différent. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été détesté. Ils ont tout fait pour se débarrasser de lui. Il y a quelques néoconservateurs, je crois, parmi les républicains, mais ça reste minoritaire. Non, la plupart, je pense, sont néoconservateurs. Après, ça dépend sur quoi, sur la politique extérieure. Oui, ils le sont tous, quasiment. Hein. Ils sont tous allés en Irak, Afghanistan, en Ukraine, la plupart sont pour. Hein. Cette sale guerre là, et il y a le grand mouvement conservateur des années 50 a essentiellement disparu. Contrairement à ceux qui font de la politique de la bibliothèque, vous êtes allé sur le terrain, vous êtes allé en Irak, vous êtes allé en Afghanistan, vous êtes allé en Ukraine, et vous avez vu aussi de près les cartels, donc vous savez de quoi vous parlez. David, il y a une question de Evelyne OXF. Je pense, les réseaux de drogue servent-ils toujours à financer des mouvements anticommunistes en Amérique latine, comme dans les années 80? Le anticommuniste, disons que en Colombie, par exemple, c'est vrai que le FARC et d'autres groupes combattants ont eu un côté idéologique, puis après c'est devenu des commerçants de la drogue, hein, de la production, c'est devenu sous l'effigie, le drapeau du peuple, ces conneries, ça c'est faux. Après, il y a les unités paramilitaires qui se battaient sous l'époque de Uribe, qui était le président très conservateur, enfin assez dur, qui était l'homme des Américains dans les années 90-2000. Quand il est parti, après, beaucoup de ces unités paramilitaires qui se battaient contre les FARC, tout ça, oui, on les retrouve beaucoup aujourd'hui au nord de la Colombie, à la frontière panaméenne, moi j'y étais, à faire de l'argent en passant les migrants et la drogue, les armes et tout. Hein. Ces gens se sont reconvertis très rapidement. Une petite question très rapide là-dessus, justement. Vous qui êtes allé sur place, c'est connu des populations, vous avez pu voir cette connexion entre la drogue, la politique et éventuellement les populations locales. C'est quelque chose que l'on voit de ses propres yeux quand on est sur place. Le voir, c'est compliqué, mais tout le monde le sait, on n'en parle pas forcément. C'est des choses qui, oui, les connexions, les liens sont nombreux et complexes. Notamment au Mexique, mais c'est vrai que la corruption, par exemple en Équateur, le nouveau président qui s'appelle Lasso, moi j'ai travaillé beaucoup avec ces unités spéciales anti-drogue, tout ça, donc je connais bien le pays, essaye depuis quelque temps de reprendre le contrôle d'une ville qui s'appelle Esmeraldas, qui est sur la côte vers la Colombie, donc le nord-ouest. Une partie de la ville, plus personne n'y va, l'armée n'a plus contrôle, la police est entièrement tenue par des organisations criminelles colombiennes en grande partie. Lui, il veut envoyer l'armée pour reprendre le contrôle de cette partie de la frontière entre Tulcán, et j'y suis allé d'ailleurs entre Tulcán et Esmeraldas, et il est stoppé par le Congrès, parce que le Congrès est majoritairement socialiste, et c'est pas parce qu'ils sont socialistes, mais c'est parce qu'ils ont des rapports avec toutes ces organisations malfaiteuses, il y a trop d'argent en jeu, et comme il y a tellement d'argent, pas mal de ces parlementaires sont payés grassement, donc il se passe rien, quoi. Pensez-vous que la légalisation ou la dépénalisation peuvent t'aider à réduire la violence, C'est la grande question. Moi, personnellement, j'y crois pas trop. Il y a des arguments pour qui tiennent la route. Alors, c'est vrai que c'est un débat qu'il faut avoir. Par exemple, pour la marijuana, pas mal d'addicts que j'ai rencontrés ou que je connais qui ont été addicts ou qui le sont, généralement ils le sont encore, hein, il y a très peu qui s'en sortent. Je dirais la moitié te disent ou un tiers, non, peut-être plus la moitié te dirait qu'ils ont commencé, avant de faire des drogues dures, ils ont commencé par la marijuana et l'alcool. Donc il y a quand même une partie,
ce qu'on appelle aux États-Unis un gateway drug. Hein, c'est ta première drogue douce et ça t'ouvre des portes pour d'autres drogues plus dures. Donc c'est pour ça que moi personnellement je suis contre. Après, si on me dira on peut rien faire. Oui, si on fait rien, on peut rien faire. Puis c'est de pire en pire. Mais si on veut faire quelque chose, ça va être très intense. Après, il faut vraiment faire quelque chose. Par exemple, moi, je connais des mecs qui travaillent à la frontière côté américaine, qui sont je dirais pas quelles organisations fédérales, parce que ça les mettrait, mais eux, et quand je leur parle à titre privé, eux, ils disent les passeurs, tout ça, il faut les tuer. Il faut en tuer plein et donner un signe très fort, comme ils font en Iran d'ailleurs, ou ils font en Russie ou en Chine, tu te fais attraper avec de l'héroïne, ou en Thaïlande, ces pays-là, c'est à peine de mort, hein, c'est direct. Ces gens pensent la même chose. Ils disent qu'il faut les faire un signe très fort et un signal très fort et dire maintenant c'est fini, on arrête les conneries. Et si vous voulez faire ça, très bien, mais c'est à votre risques et périls. Ouais, savez-vous d'où vient la drogue qui arrive dans les ports français, comme le Havre, par exemple? Bah, ça dépend laquelle. La cocaïne, c'est l'Amérique latine, hein, bien entendu. Il y a les grands ports qui déversent tout ça. Alors, c'est côté ouest, parce que ça regarde l'Europe, c'est le Brésil, les grands ports de São Paulo ou de Rio. L'Argentine aussi, de plus en plus. Et évidemment, ça passe aussi, mais ça, c'est plus une vieille route, par l'Afrique de l'Ouest. Puis après, ça remonte, mais ça coûte cher, ça. Donc il y a tellement de bateaux containers qui font les allers-retours en Atlantique, ils en cachent. Moi j'ai photographié des opérations où ils ouvraient les containers et puis il y avait une tonne de cocaïne là-dedans. Enfin, ils en trouvent à peu près maximum 15-20% et c'est une bonne année quoi. Donc même si 80% passe, c'est tellement d'argent que peuvent se permettre de perdre 20%, mais 20% c'est haut, à mon avis c'est plus 10-15%, qui est vraiment stoppé par les autorités portuaires. Enfin, ou tout compris. C'est intéressant parce que justement, ça fait plusieurs mois, je pense, que vous travaillez sur le sujet de la drogue. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre cheminement et des enquêtes à venir? Alors moi, en fait, je vais au Paraguay là. Pendant quelques temps, travailler avec le gouvernement, enfin avec l'armée. J'ai fait un reportage sur comment l'État du Paraguay se bat contre ça. Le Brésil, j'y retourne après, c'est plus pour le côté addiction des choses, pareil, hein, les Brésiliens se droguent énormément dans les milieux festifs ou même dans les milieux pauvres, beaucoup de cocaïne, kétamine, pas mal, marijuana évidemment, héroïne, crack, beaucoup dans les quartiers pauvres, à Rio, hein, beaucoup. Donc c'est vraiment deux portes un peu différentes. Au Paraguay, c'est plus le côté opérationnel. Vous dites dans un des articles qui vous est consacré, dans un entretien, que le business de l'actualité n'est plus vraiment intéressant. Alors qu'est-ce que vous entendez par là? Ce que je veux dire par là, il y a sur plusieurs niveaux. Il y a un côté très lucratif. Les médias ont plus l'argent qu'elle avait il y a 20 ans. Ça a beaucoup changé. Après, c'est pas facile. Ces sujets sont... Bon, moi, je m'en sors bien parce que par rapport à ma carrière et ce que j'ai fait et où j'en suis. Mais c'est quand même des sujets difficiles à vendre. Ça intéresse pas forcément beaucoup. Les éditeurs les trouvent intéressants, mais après, le fait qu'ils disent oui ou non, et c'est pas forcément leur décision. Mais par exemple, quand j'essaye de vendre ça à des médias plus de gauche, par exemple comme CNN, MSNBC, ABC, c'est très dur et en partie, je pense, parce que ça serait pour eux admettre qu'ils ont eu tort depuis des années sur ce qu'ils disent sur la drogue. Et notamment sur ce que je disais sur la frontière, parce qu'eux, ils sont pour une frontière ouverte, mais les conséquences sont dramatiques. Et ils l'admettront jamais, ça. Ils l'admettront jamais. Un grand merci, c'était très intéressant, effectivement. Vous allez, j'espère, prochainement nous revenir pour nous faire partager votre retour de terrain sur cette aventure au sein des cartels et du milieu de la drogue. Monsieur Jonathan Alperi, un dernier mot peut-être pour le public français. Pour le public français,
Moi, je suis un grand admirateur de Pierre-Yves, déjà. On se connaît depuis quelque temps. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément pour plein de raisons. Et évidemment, ses habiletés intellectuelles sont assez impressionnantes, ses connaissances, mais aussi son courage, parce que c'est quand même quelqu'un qui se met beaucoup en avant, tant que beaucoup de gens le font pas, et se cachent derrière des pseudonymes, ou se cachent derrière je sais pas quoi. Et lui, il fait pas ça, et ça, j'apprécie énormément. Et on a besoin de gens comme ça, hein, surtout en ce moment. Voilà ce que j'ai à dire pour la France. Le Cercle Aristote vous remercie et au plaisir de vous revoir. Nous mettez toutes vos questions sur le sujet de la drogue pour nos prochaines émissions. Merci à tous. Merci Jonathan. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.